Amis culturels, bonjour, merci de votre fidélité. Donc, invité de Cultura aujourd'hui, Henri Njombo, auteur de plusieurs romans, auteur de plusieurs pièces de théâtre. Et aujourd'hui, nous recevons Henri Njombo sur le plateau de Cultura, principalement pour sa production théâtrale. Et pour cette production, nous parlerons donc Le Cri de la forêt, le palabre électoral Okinango, Les bruits de couloir, Le mal de terre et Les bénévoles sur la braise. J'aurais pu commencer par Sur la braise, c'est la première adaptation. Il faudrait le dire, une adaptation donc, du roman Sur la braise. Et également cette production Conte Morgane, une comédie en 3 tableaux. Alors, bonjour Henri Njombo. Bonjour. Voilà. Puis nous avons cette habitude de nous retrouver sur le plateau de Cultura pour parler des pièces d'Henri Njombo, pour parler des romans d'Henri Njombo. Nous vous connaissons principalement comme romancier, mais également nous vous connaissons comme dramaturge, puisque depuis un certain temps, vous avez pris cette voie de vous exprimer par les scènes, par les dialogues, par le théâtre. Alors Henri Njombo, lorsque nous avons parlé, nous avons cité ses œuvres, lorsque nous avons cité principalement, je vais simplement m'en tenir à la teneur de toutes ces œuvres, quelle motivation pour Henri Njombo d'écrire le théâtre ou d'arriver au théâtre? Il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent les romans et ils n'ont pas assez de temps de lecture ou ils n'ont pas de possibilité de lire parce que l'accès au livre n'est pas aussi facile. Un livre peut avoir été produit, mais on ne le trouvera pas facilement dans les librairies, encore qu'elles n'existent presque plus, les librairies. On ne les trouvera pas dans les salles de lecture, dans les bibliothèques. Puis, il y a aussi une question culturelle qui est liée à la lecture. Nous sommes une société de tradition orale. Les gens sont plus habitués à entendre la voix interpréter qu'à lire. Et avec les médias, avec les nouvelles technologies de l'information et la communication, il reste peu de temps à la lecture véritablement. Alors j'ai compris qu'avec le théâtre, nous pouvons mieux faire connaître le livre. Avec le théâtre, nous pouvons inciter les gens à la lecture. Ils peuvent, après avoir suivi une pièce de théâtre, lire le roman lui-même. Parce que la pièce résume un roman. Et si l'on veut aller à l'essentiel et en profondeur du texte, il vaut mieux aller lire le roman. Voilà. Et donc ce sentiment donc, de ne pas aussi être lu dans le roman, ou sinon cette éclosion qu'il y a pour nos lecteurs de ne pas toujours aller vers le roman, on peut dire, pousser là l'auteur, le dramaturge Henri Njombo, d'aller... et quand on lit Henri Njombo dans sa production théâtrale, on a le sentiment que l'auteur nous conduit quelque part. Est-ce qu'Henri Njombo est à la quête je dirais, d'une terre à sublimer, d'un public à sublimer, à la quête finalement d'un public qui n'a pas pu trouver dans le roman? Ben oui, ce public, c'est le plus grand nombre. Et nous avons besoin justement du public, nous avons besoin des lecteurs, nous avons besoin de partager avec eux nos pensées, nos idées, nos convictions. Parce qu'en fait, l'écriture vous extériorise. Et en vous extériorisant, elle vous sauve de l'isolement, du silence, et vous pousse au partage, au sain partage avec l'autre. Donc, c'est un plaisir de vouloir partager de cette manière-là des idéaux, des idées, les convictions
Et je pense que le théâtre est ce lieu de rencontre, c'est ce moyen de communication un peu plus efficace, mais c'est aussi le moyen de faire participer les gens de tous les niveaux, de tous les niveaux culturels. Et j'estime que là, on fait un petit travail de pédagogie, un petit travail pédagogique, et voilà l'endroit de l'opinion publique. À la question de savoir si elle avait prévu des véhicules pour transporter ceux qui se rendraient au cimetière, madame m'a répondu qu'elle avait loué 4 camions. 4 camions? Et que certaines personnes emprunteraient des voitures personnelles. Alors je lui ai rétorqué, madame, quatre camions pour enterrer mon père. Dois-je comprendre que le décès de mon père t'amuse? Hein? Et les cas de l'entreprise. Henri Njombo, au-delà de Sur la braise, qui a été la première adaptation donc, du roman Sur la braise que vous avez écrit, que vous avez donc emmené au théâtre, on dirait que la plupart de votre production, sinon le gros lot de votre production théâtrale, revient, n'est-ce pas, sur un grand message, ou beaucoup de messages, que vous avez à véhiculer dans la défense du milieu écologique. Aujourd'hui, est-ce que cette préoccupation demeure en vous? Ou qu'est-ce que... Oui, cette motivation est intacte. Et je suis sûr que je continuerai à écrire sur la protection de notre environnement, sur le respect de la nature, sur les bienfaits, la beauté de la nature. Je suis plutôt convaincu que je vais poursuivre ce travail. Oui. Voilà. Alors, dans Henri Njombo, le refus de tendre vers le néant, un ouvrage qui vous a été consacré, en 2 tomes, il faut dire, il y a un tome qui parle du dramaturge avec qui je suis en train d'échanger présentement, donc de votre production dramaturgique, de votre production théâtrale. Il faut dire un ouvrage de Stéphane Accouplegan, paru aux éditions Langlois Cécile, avec une préface de Jean-Marc Aurélie Afoutou. Je m'en tiens à ce premier tome, à ce deuxième tome. Ça, c'est le deuxième tome, puisqu'il y a la fiction, donc le roman et le théâtre. Là, nous sommes dans le théâtre. Alors, c'est cet auteur qui parle de vous dans toutes les lignes, il faut dire, de votre production théâtrale, mentionne quelque part ce qu'il dit comme étant qu'Henri Njombo, en arrivant, n'est-ce pas, dans sa production, opère il faut dire, une écriture psychanalytique, une démarche psychanalytique de sa société, de son public, de ses lecteurs. Partagez-vous ce point de vue de votre biographe? C'est son point de vue, c'est lui qui apprécie à travers, mes écrits les différents objectifs visés. Et je pense que effectivement il faut c'est une sorte de psychanalyse, c'est une sorte d'interpellation du plus grand nombre au respect de la nature, au respect de l'homme, parce que l'homme est une créature. C'est une créature sacrée, tout court. Oui. Et très profonde, et pour en arriver justement à ce que je parlais tout à l'heure de le mal de terre, où nous avons cette difficulté pour les autorités, n'est-ce pas, à appliquer les lois, où nous avons finalement la faillite des institutions traditionnelles qui veulent toujours tenir tête, n'est-ce pas, à la loi que veut imposer l'État. Cette difficulté, donc, c'est finalement cette difficulté d'application des lois que nous rencontrons dans le mal de terre, ici incarné par
Namo, qui est un grand personnage de ces institutions traditionnelles. Est-ce là, pour Henri Ndiombo également, une manière de nous montrer les limites, d'abord des institutions traditionnelles, mais également les limites des pouvoirs publics à vouloir, n'est-ce pas, appliquer les lois dans ces milieux où ce n'est toujours pas facile, n'est-ce pas, de passer de la tradition à la modernité. Bien, il y a certains faits qui dénotent des faiblesses des pouvoirs à tous les niveaux, que ce soit le pouvoir politique ou le pouvoir traditionnel. On peut aussi constater que parfois il n'y a pas de pouvoir fort. Si le pouvoir n'est pas fort, le citoyen ou la volonté du citoyen s'impose au pouvoir. Et quand plusieurs volontés agissent dans la même direction, alors le désordre s'installe. Et la loi de la jungle aussi s'établit. Ouais. Henri Ndiombo, lorsque je prends le mal de terre pour l'opposer simplement aux bénévoles, dans le mal de terre, nous venons de signaler la présence de Noma, qui incarne les grandes institutions traditionnelles et qui s'oppose, n'est-ce pas, à cette application, à la conformité donc de la loi. Et dans les bénévoles, où nous avons des jeunes, n'est-ce pas, personnages que vous mettez en exergue, et qui finalement essaient de relever le défi. Est-ce là une motivation qui, par l'échec naturellement peut-être, n'est-ce pas, de nous montrer les limites qu'il y a également au niveau de l'âge de Noma, qui devrait incarner cette sagesse, n'est-ce pas, susceptible à, n'est-ce pas, à éviter toutes les déviances, parce que là nous sommes dans les déviances, et des jeunes personnages comme la douanière que nous avons dans les bénévoles, qui s'ouvrent naturellement à ce jeu. Donc nous avons deux niveaux, deux âges, mais c'est le plus jeune à qui vous donnez plus de sagesse, à qui vous donnez un peu plus d'intelligence, un peu plus d'ouverture, contrairement à Noma que nous avons dans le mal de terre. Comment justifiez-vous cette démarche? Bon, d'abord, Noma est un personnage sans vertu. C'est lui qui... Au-delà de son âge. Oui, c'est quelqu'un qui est ancré dans la société et qui a pour activité le trafic de la terre. C'est lui qui vend des terrains sous le couvert je sais pas, de l'étiquette de propriétaire foncier. C'est un manipulateur. Mais comme je disais, tous ces acteurs ne peuvent prospérer dans la société que lorsque il n'y a pas la force de la loi. Dans les bénévoles, nous avons mis en avant les enfants. Les enfants qui ce jour-là ont tenu à donner des leçons aux adultes qui sont leurs parents, qui ont favorisé des déviances et qui ont ouvert largement les portes à l'exploitation illégale et au commerce illicite des produits de la biodiversité. Ils estiment que s'ils ne jouent pas ce rôle pédagogique auprès de leurs parents, demain, la plupart des espèces vont disparaître et leurs enfants et leurs petits-enfants ne les trouveront plus que dans les images. Alors, ces enfants donc jouent le rôle de douaniers
pour contrôler l'exportation des produits. Ils jouent le rôle de policiers, de gendarmes. Et bien sûr, ils mettent en confusion les adultes qui veulent frauder, qui font des trafics illicites des produits de la faune et de la flore, qui exportent ces produits ou qui les vendent dans le marché local, mais il s'agit là des pratiques qui contribuent à l'appauvrissement de notre biodiversité, à l'enrichissement de pays qui encouragent le commerce illicite de ces produits sur le marché international. Il constate que ces activités sont génératrices d'insécurité pour les États et également réduisent les possibilités financières de nos pays. Ils ont pris donc leur rôle en main et au sérieux pour confondre les adultes qui ne veulent pas respecter l'esprit des lois. Et, il s'agit ici des situations que nous avons voulu présenter au grand public à l'occasion des grands événements, mais à l'origine de la conférence panafricaine, c'est la conférence internationale sur la lutte contre l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage d'Afrique, que nous avons tenu au mois d'avril 2015 ici à Brazzaville. Je crois que cette pièce donne une idée complète de la thématique qui a été abordée au cours de cette conférence et des conclusions tirées, des recommandations qui ont été prises pour adopter la stratégie commune africaine de lutte contre ces fléaux par l'Union africaine. Henri Ndiomo, je m'en tiendrai toujours à ces détails. S'il faudrait que nous considérions Noma comme un sage, mais qui a versé naturellement dans les déviances, puisque vous venez de le mentionner, et que nous prenons finalement cette jeunesse, que je dirais consciente, que vous mettez en exergue dans les bénévoles. Est-ce là également une façon pour Henri Ndiomo de nous traduire la perception qu'il a du sage et du juste, si seulement je considérais les jeunes, cette jeunesse comme étant juste? Est-ce que là vous marquerez n'est-ce pas, une démarcation entre le sage et le juste? Ce sage ne l'est pas, il n'est pas sage, parce qu'il finira en prison. Il finira en prison parce qu'il croyait s'échapper tout le temps, mais plus tard, il va être arrêté par la force de la loi. Il va être arrêté par la force de la loi. Par contre, les enfants, ils sont innocents. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre leur vision et l'action sur le terrain. Ils sont neutres. Et c'est peut-être à eux qu'il faut enseigner la pédagogie pour remettre de l'ordre dans les systèmes. Les enfants, ils sont innocents. Les adultes sont corrompus. Et il n'y a rien qui les unit, sauf qu'il y a un conflit qui tôt ou tard va éclater lorsqu'il y aura un changement de génération conséquent. Voilà. Vous avez insisté sur deux mots, Henri Ndiomo, le mot pédagogie et le mot sensibilisation.
Donc, une sensibilisation qui se fait dans une pédagogie établie. Au-delà de la pédagogie, au-delà de la sensibilisation que vous mentionnez, Henri Diombo, que représente finalement l'acte d'écrire le théâtre pour Henri Diombo? Est-ce toujours une moyen, comment ça, une façon, une manière, un moyen de sensibiliser, ou il y a autre chose, n'est-ce pas, qui vous préoccupe par le biais de ce genre du théâtre? Il y a un besoin d'information, un besoin d'enseignement aussi. C'est pourquoi on fait référence à la pédagogie. Parfois, le public n'est pas informé. On a beau dire nul n'est censé ignorer la loi, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les lois, même dans les domaines où ils exercent. Donc, c'est toujours bien de rappeler aux gens leurs obligations légales, rien que dans l'exploitation des ressources naturelles. Quand vous ne connaissez pas les règles de base pour accéder à la ressource, quelle technique vous allez utiliser et qui puisse être compatible avec l'esprit de la loi? Alors, donc, il appartient aux législateurs de vulgariser les textes de loi. La terre appartient à celui qui l'exploite. La forêt couvre l'ensemble du pays. On y trouve des champs, des villages, des villes et bien d'autres communautés humaines. Dans ces conditions, à qui appartient la forêt? Bien sûr, à celui qui la met en valeur. Nous l'avons fait par des lotissements qui ont transformé le visage de la ville. C'est cela notre contribution au développement durable. Qu'à nous, votre argumentation me paraît bien fragile, Monsieur Noma. Vous saviez que les plantations forestières appartiennent à l'État. Avez-vous reçu l'autorisation de les détruire et de procéder au lotissement des surfaces déboisées? D'accord. Noma, d'accord. Les forêts appartiennent à l'État, mais la mise en valeur met la terre aux propriétaires fonciers. C'est pourquoi pour nos besoins, le ministère des Forêts doit enlever ces arbres et nous livrer notre espace. Qu'à nous, selon quelle loi? Je m'arrête là. Juste un extrait pour montrer, n'est-ce pas, l'esprit, l'état d'esprit dans lequel se situe le raisonnement de Noma, qui a un certain âge, qui lui donnait en fait tous les droits d'être sage, mais qui malheureusement a parfaitement basculé dans les déviances sur lesquelles vous menez, et qui nous montre qu'il n'est pas là vraiment un sage. Alors, Henri Diombo, je rappelle que vous êtes auteur donc de toutes ces pièces de théâtre, que vous avez une grande production théâtrale sur la Braise, qui est une adaptation de votre roman sur la Braise, paru aux éditions Aymar. Les bruits des couloirs, paru aux éditions Longue Cécile. Nous avons Palabre électorale au Kinango, merci. Morgane, paru aux éditions Aymar. Une comédie en 3 tableaux, il faut le dire. Les bénévoles que nous avons mentionnés tout à l'heure, paru aux éditions Aymar. Le cri de la forêt, paru aux éditions, une double collection, Longue Cécile et édition Aymar. Mais il faut mentionner que la première édition qui était faite, c'était les éditions Aymar. Et là, nous avons une édition. Et le mal de tête que nous avons mentionné. Et nous avons ce livre également qui nous rend la somme, n'est-ce pas, de votre écriture dramaturgique avec Henri Diombo, le refus de tendre vers le néant. Nous tendons là vers la chute de notre entretien, Henri Diombo. On sait que vous êtes dans ce milieu culturel, le milieu de l'art, le milieu artistique, voulais-je dire. Que représente l'art pour Henri Diombo? Et particulièrement le théâtre. Mais l'art d'abord en général. Bon, l'art, c'est l'expression de la créativité humaine. C'est ce que nous voulons montrer à l'imaginaire collectif
comme une réalisation de la créativité. Et l'art, bien sûr, s'adresse presque à tous les secteurs de la vie. Le théâtre ici, c'est une discipline, mais aussi un espace qui nous permet de créer l'effet de miroir, de montrer à la société elle-même son visage. C'est aussi un espace de dénonciation des tares de notre société ou de notre temps. Mais c'est aussi cet espace de conscientisation pour ramener la société aux meilleures pratiques. Le théâtre, c'est donc ce lieu qui permet de faire partager un certain nombre d'idées à l'auteur et au spectateur. C'est aussi ce lieu qui permet la critique de l'art. C'est ce lieu qui permet de montrer les talents vus sous plusieurs angles des artistes. Et le théâtre, c'est ce lieu d'éducation, de la formation de l'homme. Voilà. Si je m'en tiens à cette définition qui présente la liberté intellectuelle comme, ou la sagesse comme étant le lieu du doute, où devait s'établir le doute, et aujourd'hui en face d'Henri Njombo, de quoi Henri Njombo se douterait-il? Vous voulez savoir de quoi je douterais ou de quoi je me douterais? Prenez l'option qui... Bon, mon doute repose sur le fait que nous soyons mus tous par la même volonté et le même esprit d'accélérer les transformations de nos sociétés. Mon doute repose là. Parce que au vu de certaines actions, au vu de l'expression de beaucoup d'individus, des actions qu'ils mènent concrètement, on se rend compte finalement que nous n'appartenons peut-être pas au même univers. Alors comment doit-on précipiter les réformes de nos sociétés? Comment doit-on le faire? Il faut donc une force plus grande qui tire vers le bien plutôt que vers le mal. Et comment faire mouvoir ces forces? Comment les déclencher? Comment les nourrir, les forces, pour qu'elles nous conduisent vers le bien, qu'elles transforment nos sociétés et que nous construisions le paradis terrestre sur terre avant d'aller au paradis céleste. Comment faire? C'est là que j'ai le doute. Okay. Henri Njombo, le refus de tendre vers le néant. Comment avez-vous reçu ce titre? Ben, je l'ai compris peut-être banalement, hein, comme si dans ma démarche, on identifiait mon refus de la fatalité. Je rejette la fatalité parce que j'estime que tout ce que nous faisons est à la portée de l'action humaine.
Donc il n'y a pas de fatalité. Nous pouvons sauver toute situation. Nous pouvons nous sauver de toute situation. Nous pouvons sauver la Terre des menaces qui pèsent sur elle. La question du changement climatique, la pollution environnementale, avec toutes les conséquences de ces phénomènes, devrait nous convaincre davantage que l'homme. Disons que les idées doivent converger vers quelque chose d'unique, mais pas comme nous le voyons aujourd'hui à travers des attitudes, des positions ambiguës, contradictoires, contraires et tout ça. Non. Non, il n'y a pas de raison à ça, comme les droits de l'homme. Alors, la plupart de vos textes, donc de vos pièces de théâtre, ont été emmenés sur les planches, joués par des troupes d'ici comme d'ailleurs. Et souvent, quel sentiment vous habite au terme de ces représentations? Chaque fois que vous avez suivi une représentation qui a mis en scène vos écrits, à la fin, quel est le sentiment qui est le vôtre, Henri Nombo? J'exprime toujours une vive émotion. Comme si c'est la première fois que j'assistais à une représentation théâtrale. Et je revois ce que j'avais écrit, y compris, je vois la projection de l'œuvre elle-même. Mais je dis, bon, lorsque nous avons produit, l'œuvre devient publique, elle ne nous appartient plus. Même si nous voulions en changer quelque chose, c'est trop tard. Le public se l'est approprié et puis c'est fini et ça ne nous appartient plus. Il faut se mettre à l'évidence et j'ai toujours, durant souvent toutes les représentations et devant ces artistes talentueux, je suis agité en mon fort intérieur, je suis accompagné d'une agitation continue. Et je dois avoir un mouchoir pour me essuyer les yeux parce que à un moment il y a comme un assaut de larmes parce qu'il y a des choses qui me frappent directement, qui me frappent, comme si c'est pas moi qui les avais écrites ou prévues. Je suis toujours étonné, comme surpris par la représentation elle-même. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se projeter dans l'œuvre. Ça fait plaisir d'être honoré par de bons artistes. Ça fait plaisir d'être honoré par un bon auditoire. On est toujours reconnaissant, très reconnaissant. Et ça vous donne envie de tout de suite rebondir, de réécrire, oui, de revenir encore sur un nouveau chantier. La réaction du public vous encourage et vous dit allez de l'avant, maintenez la plume. Ce que vous faites nous plaît, ce que vous faites est intéressant. N'arrêtez pas de nous émouvoir, n'arrêtez pas de nous transmettre vos sensations et surtout vos messages. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller assister aux répétitions d'une représentation qui met en scène vos écrits? Et généralement, quelles sont les réactions? Est-ce que vous intervenez dans les mises en scène? Est-ce que vous donnez là votre point de vue? Ou vous attendez que le metteur en scène fasse son travail et que vous ne suivez que finalement la grande première ou là? J'ai assisté
Pas souvent assisté à des répétitions, aux mises en scène, mais quand j'en ai le temps, j'avoue que vous ne restez pas indifférent et vous voulez vous substituer au metteur en scène. Une chose qui me choque souvent, c'est lorsque l'artiste oublie son texte et qu'il remplace des mots par d'autres mots, des mots à lui, des phrases à lui. Qui peut-être peuvent sonner plus bas que... qui ne rendent pas totalement la citation. Absolument. Mais parfois avec des fautes. Et l'impression qu'on a, c'est que la faute a été commise par l'auteur. Ça, c'est désagréable. C'est comme quand vous mangez du sakasaka, du bon sakasaka, et puis des grains de sable dedans. Vous avez envie de cracher, n'est-ce pas? Oui. Et puis, lorsqu'on a bien maîtrisé son texte et son rôle, donc le texte, il commence à la première jusqu'à la dernière ligne. Chaque artiste doit l'avoir maîtrisé. Et enfin, il se case dans son rôle. Il se case dans son rôle, et comme il a bien compris le texte, lui-même, il peut improviser une gestuelle adaptée à la situation, sans attendre que le metteur en scène lui dicte comment il fait. Donc c'est extrêmement important, justement. Il faut qu'il ait compris le texte, il faut qu'il ait compris son rôle. Sinon, c'est une récitation. Et puis après, qui ne produit pas grand-chose. L'intonation n'est pas celle-là. Il y a l'incohérence du propos. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais bien sûr, lorsqu'on est à une répétition, on sait que c'est le début et que les choses vont s'améliorer. Alors à ce moment-là, on s'immisce. Et puis on participe avec le metteur en scène à la création, à la tenue sur scène, à la préparation du décor. Bon, on suggère, on ne s'impose pas, mais on suggère. Mais je sais que ce moment est le plus pénible pour le metteur en scène, parce qu'il a en face comme un rival. L'auteur est son rival. Et le metteur en scène n'aime pas qu'il soit là. C'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a la participation. Et que souvent, ce qu'on donne comme élément vient améliorer son travail. Et donc, il ne faut pas mal prendre ça. Il y a des gens aussi, parfois narcissiques, des gens qui n'acceptent pas le conseil et qui croient que toute proposition qui est faite tend à dénigrer l'auteur du travail. Non, c'est pas ça. On veut participer. Par contre, il faut s'ouvrir à la discussion, parce que si je dis une chose qui est fausse, dites-moi, non monsieur, voilà la règle, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ou alors, ah oui, vous avez dit une chose, mais j'aimerais corriger ça. Ça peut être une posture, ça peut être... oui, ça peut être une gestuelle, ça peut être l'intonation. Il faut être naturel sur scène. Les planches ont besoin de vivre dans le naturel. Et il faut donc que les hommes soient naturels. De toute façon, les spectateurs sont naturels. Oui. Alors il faut que le reste le demeure aussi, n'est-ce pas? Ok, voilà. Alors, on sait que vous avez encore une plume très vivante, très alerte. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez un sentiment ou le sentiment de n'avoir pas encore écrit quelque chose qui vous tient au plus profond de vous-même? L'écriture est un cheminement. Donc, on ne peut pas d'avance savoir qu'est-ce qui arrivera avant. Il faut se laisser guider par le flair, par le besoin. Il
il y a un besoin d'écrire qui apparaît parce qu'il y a une actualité, il y a une situation où il y a un message très fort. On se dit, bon, j'abandonne ce que je faisais pour faire ceci. Sûrement qu'il y a encore beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes, beaucoup qu'il reste à écrire, mais on n'a pas toujours le temps pour tout ça. Nous essayons de nous faire violence en prenant le maximum du temps du repos. Mais si c'est nécessaire pour satisfaire notre passion, nos désirs, eh bien, pourquoi pas. Mais on nous impose la modération. Il faut aussi se reposer. Aujourd'hui, je suis... Et parfois, j'ai été inspiré par la réalité du moment, par le travail que je fais. Le cri de la forêt, c'est sur la forêt. Le bénévole, c'est sur la protection de la faune et de la flore. Et bien d'autres. Voilà. Mais vous allez me dire, mais vous n'avez encore rien écrit en agriculture. Pourquoi pas? Il y a aussi une sensibilisation dans ce Absolument. secteur. Je le vise déjà. Seulement, je ne voulais pas le dire avant parce qu'après, ça vous bloque. Après, on vous demande, mais quand est-ce que vous allez écrire? Et puis, ça vous bloque de nouveau. Il vaut mieux se laisser surprendre soi-même et surprendre le public. Sinon, c'est des promesses que vous faites, c'est des engagements que vous prenez, mais en fait, qui n'aboutissent à rien. Vous êtes critiqué, vous êtes attaqué, vous êtes accusé de paresse, et ainsi de suite. Merci Henri Njombo, merci donc de nous avoir accueillis ici pour parler de votre production théâtrale, puisque au-delà de ce que vous êtes romancier, vous nous avez fait les preuves, n'est-ce pas, du dramaturge que vous êtes aujourd'hui, de toutes ces productions théâtrales que nous avons survolées certainement, mais dont nous avons retenu la teneur de cette grande production. Également, nous avons voyagé à travers Henri Njombo, le refus de tendre vers le néant, qui rend compte de la somme théâtrale de votre production théâtrale et vous présente comme un vrai auteur, comme un vrai dramaturge. Merci Henri Njombo, et certainement que nous nous retrouverons pour parler finalement de votre production romanesque. Mais avant de nous séparer, certainement un dernier mot. À cette pièce qui a été éditée, mais il y a 2 autres en cours d'édition, je crois que dans les tout prochains mois, elles paraîtront. Et puis voilà, et nous allons continuer. Peut-être qu'au cours de l'année 2018, il y aura encore un nouvel écrit. Comme ça, on va boucler avec 10 pièces courant 2018. Merci en tout cas une fois de plus, chers amis culturels, nous vous disons merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien également à l'endroit de l'émission culturelle Cultura, et nous vous disons bonne journée dans vos foyers respectifs et prenons date pour samedi prochain, 14 h. Merci, à très bientôt.